Tout a changé en quelques heures sur le front diplomatique. La proposition russe d'un contrôle des armes chimiques bouleverse la donne en Syrie. À Paris, à Washington, l'idée fait son chemin d'une résolution qui l'imposerait. Le recours à la force ne serait plus d'actualité, mais seulement une menace en cas d'échec. Marc Gelmi. Poignée de main appuyée entre le président du Parlement russe et le ministre syrien des Affaires étrangères. Damas peut se réjouir, son allié historique a peut-être trouvé la parade diplomatique face à la menace des frappes américaines. La proposition russe sur la Syrie est une possible percée selon Barack Obama. La Maison-Blanche avance désormais avec précaution sur d'éventuelles frappes ciblées, alors que Moscou a suggéré à Damas d'accepter une mise sous contrôle puis une destruction de son arsenal chimique afin d'éviter une intervention occidentale. Vladimir Poutine sera-t-il le prochain prix Nobel de la paix? C'est en tout cas le souhait de plusieurs députés et autres personnalités russes qui saluent le rôle essentiel joué par leur président dans la crise syrienne. Selon eux, Poutine a empêché un conflit mondial de grande ampleur. Ils ont envoyé leur proposition au comité Nobel. Poutine aujourd'hui est sans doute celui qui manœuvre le mieux dans le domaine de la réelle politique et de la politique étrangère. Il a manœuvré admirablement, me semble-t-il, dans la crise syrienne. Il a montré la force de la Russie et sa capacité à renverser les équilibres à son profit. Parce que Poutine a gagné sur toute la ligne. Mais il a gagné pour une raison simple, c'est qu'il a fait de la réelle politique, il a fait du gaullisme en vérité. A priori, il n'y aura pas d'intervention militaire. Est-ce que Bachar al-Assad a gagné? Ah oui, Bachar al-Assad et Vladimir Poutine ont gagné. Absolument. Le comité Nobel norvégien a décidé que le prix Nobel de la paix pour 2013 doit être attribué à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, pour son travail considérable en vue d'éliminer les armes chimiques. Eliminating chemical weapons. Oui, là c'est un petit sujet, c'est marrant, c'est que là il y a eu la remise du prix Nobel de la paix et on se serait attendu à ce qu'il soit donné à Vladimir Poutine qui s'est battu de façon très très intelligente sur le plan diplomatique pour éviter le déclenchement pratiquement de la Troisième Guerre mondiale en Syrie. Voulu, je le rappelle, d'abord en douce par Israël. Est-ce qu'une intervention militaire style Libye est possible et souhaitable en Syrie? Totalement souhaitable et totalement possible. Alors pas le même format, ce sera peut-être pas la France, j'en sais rien, j'espère que la France en serait, mais possible, oui, souhaitable, oui, bien sûr. Cette opération-là, elle est souhaitable, naturellement, et elle est possible. Le président Hollande est-il prêt à envisager une solution sans les Nations Unies? Mais évidemment que c'est possible. Ça fait 1 an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. Et voulu incroyablement, de façon incroyablement servile et incohérente par le pouvoir socialiste français à travers Hollande et Fabius. Je suis sorti renforcé encore dans ma détermination. Et celles et ceux qui avaient des doutes sur les intentions de Bachar el-Assad ne peuvent plus maintenant en avoir. Sur le dossier syrien, Laurent Fabius prend les devants avec un tweet. Si le Conseil de sécurité ne peut pas prendre de décision, elles seront prises d'une autre façon. Une réaction, je dirais, j'essaie de trouver le mot, de force. Ouais, elle sera militaire si elle est de force. Voilà, vous me permettrez de ne pas aller plus loin. C'est inexplicable, hein. Nous n'avons aucun intérêt à déclencher une guerre. On verra d'ailleurs avec l'affaire de Lampedusa ce que ça commence à déclencher. Et on se serait attendu à ce que Poutine ait le prix Nobel de la paix, et ils ont filé ça à une espèce de truc, de structure onusienne. C'est d'ordinaire loin des projecteurs que s'effectue le travail des experts de l'OIAC. Entrée en fonction en 1997, l'organisation a pour mission principale de superviser le démantèlement de tous les arsenaux chimiques à travers le monde. Cette institution a effectivement effectué un travail remarquable depuis une dizaine d'années, un petit peu, je dirais, dans l'ombre et à l'abri des médias, et qui, globalement, a permis l'éradication quasi totale de l'arme chimique de la surface de la planète. Soi-disant pour le démantèlement des armes chimiques, qui consiste à démanteler les armes chimiques en Syrie, mais de jamais toucher aux armes chimiques de l'hyperpuissance américaine, qu'on est gavé jusqu'à la gueule. Donc c'est bien que les gens comprennent à travers toute cette mascarade, tout ce grotesque, que ce que les gens identifient de façon un peu automatique à des vraies valeurs,
des vrais mérites, sont en fait des moyens de domination et d'asservissement. Les prix Nobel, et on pourrait dire la même chose pratiquement des prix Nobel d'économie, bien évidemment, c'est de l'escroquerie systématique. Hein, ça n'existe pas, l'économie n'est pas une science, et les prix Nobel d'économie, bon, c'est rien, c'est du bidon, il suffit de regarder sur les 50 dernières années à qui on les a donnés et ce que ça a produit. Et on peut pratiquement le dire de tous les prix Nobel aujourd'hui. Donc ce genre de vulgarité, de grossièreté aide à faire comprendre aux gens que tout ça, prix Nobel, ONG, ONU, Conseil de sécurité, tout ça, ce sont des instruments de domination de l'oligarchie mondialiste, on va dire, atlantico-sionisto-bancaire, et rien d'autre. Voilà, ça n'a pas de valeur, c'est de la merde. Voilà. Il n'y aura de sortie possible de cette situation qu'avec le départ de Bachar el-Assad. J'ai dit, et je le répète, que si nous voulons obtenir ce résultat, il doit y avoir des sanctions, il doit y avoir des pressions. Les sanctions ne sont pas toujours efficaces. L'essentiel que nous devons faire, c'est empêcher la situation d'évoluer vers le pire des scénarios, c'est-à-dire la guerre civile. Cette semaine, le président Hollande n'avait pas exclu une intervention militaire en Syrie sous l'égide des Nations Unies. Vladimir Poutine ne veut pas entendre parler de cette option. Regardez l'Irak, la Libye. Est-ce que c'est le bonheur là-bas? Est-ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui? Nous savions tous que Kadhafi était un tyran. Mais pourquoi n'écrivez-vous pas ce qui s'est passé après sa chute, à Sirte notamment? La Russie serait-elle prête à accueillir Bachar el-Assad? À cette question, Vladimir Poutine répond narquois. Assad a visité beaucoup plus souvent Paris que Moscou. Sur les visites du président Assad, père et fils, je n'ai aucune responsabilité. C'est un autre temps. Malgré ce dialogue plutôt musclé, le président Hollande a accepté une invitation à se rendre bientôt en Russie. Coming back to the incident in Syria, we've seen earlier calls by the Syrian government for the international community to investigate their claims of the rebels' use of chemical weapons. Unfortunately, this has not been done. We have to rely on common sense, and here's what it tells us. Syria's government troops are on the offensive and have surrounded the opposition in several areas of the country. In these conditions, to play into the hands of those who are constantly calling for military intervention would be an incredibly ridiculous thing to do, especially on the eve of the UN mission's arrival. It defies any logic. That's why I'm convinced that it's nothing but a provocation on the part of those who want to drag other countries into the Syrian conflict, those who want to win support from the world's powerful players, first and foremost the US. I have no doubts about this. Il paraît que M. Ben Laden, on l'a flingué à vue, ce qui est assez étrange. Normalement, on aurait dû le prendre vivant, le ramener, le juger, parce qu'on ne sait même pas s'il est responsable de ce dont on l'accuse. Et ça n'a gêné personne. Et la famille Kadhafi, en ce moment, pour ceux qui connaissent ce qui se passe, ils sont en train d'assassiner toute sa fratrie, tout son clan. Petits-enfants, cousins, etc. The question was, why are the coalition forces obviously making this effort to go after Colonel Gaddafi himself? Now, we also heard that the experts here in Brussels have confirmed that there is bombing going on by the coalition forces, which is not being covered by the media here in the European Union. Mr. Putin added that oil was a key interest for the Western powers, for the European powers who have gone into Libya, that they want to get rid of Gaddafi and install people who are more favourable to the European Union so that European companies can control the oil reserves. Let's have a listen to exactly what Mr. Putin had to say. The coalition said destroying Gaddafi was not their goal. Then why bomb his palaces? Now some officials have claimed that eliminating him was in fact their goal. Who gave them that right? Did he have a fair trial? Returning to the no-fly zone, the bombings are destroying the country's entire infrastructure. When the so-called civilized world uses all its military power against a small country, destroying what's been created by generations, I don't know if that's good. Seguramente lo van a matar. En un caso así, Chávez, hay que morir. Y bueno, lamentablemente se confirmó luego la muerte de Gaddafi. Lo asesinaron. Bueno, un atropello más a la vida. ¿Qué más se puede decir? ¿Cómo cree que a partir de ahora será Libia? Ahora, más allá de Gaddafi,
a quien recordaremos toda la vida como un gran luchador, como un revolucionario y bueno, y un mártir ahora. Más allá, esa historia en Libia está comenzando apenas, porque ahí hay un pueblo, ahí hay dignidad, el imperio yanqui no podrá dominar este mundo. Ahora, lo más lamentable es que en su empeño por dominar el mundo y sus aliados europeos, lo que están es incendiando este mundo. Aquí, por eso pido a Dios y al Cristo de la Grita, por la paz de Venezuela, por la paz de América Latina, para que logremos blindar este continente latinoamericano de guerras, de invasiones, de golpes de Estado, y sigamos construyéndonos y que nos respeten nuestro derecho a ser libres, a ser independientes, tanto los yanquis como sus aliados europeos, que ahora pretenden volver por su fuero, de viejos imperios, de viejos y horrendos imperios. According to some, it's about protecting civilians. And our resolve is clear. The people of Libya must be protected. Others say it's about oil. The only reason they're interested with Libya is about the oil. You'd think we'd be in Iraq if the major export there was broccoli. But some are convinced intervention in Libya is all about currency, specifically Gaddafi's plan to introduce the gold dinar, a single African currency made from gold, a true sharing of the wealth. It's one of these things that you have to plan almost in secret, because as soon as you say you're going to change over from the dollar to something else, you're going to be targeted. There were two conferences on this, one in 96 and another one in the year 2000, called the World Mataba Conference, organized by Gaddafi. And everybody was interested, and I think most countries in Africa were keen. Gaddafi didn't give up. In the months leading up to the military intervention, he called on African and Muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars. It's an idea that would shift the economic balance of the world. Countries' wealth would depend on how much gold they have, not how many dollars they trade. And Libya has 144 tons of gold. The UK has double that, but 10 times the population. If Gaddafi had an intent to try to reprice his oil or whatever else the country was selling in the global markets and accept something else as a currency, or maybe launch a gold dinar currency, any move such as that would certainly not be welcomed by the power elite today who are responsible for controlling the world's central banks. So yes, that would certainly be something that would cause his immediate dismissal and the need for other reasons to be brought forth for removing him from power. It's happened before. In 2000, Saddam Hussein announced Iraqi oil would be traded in euros, not dollars. Sanctions and an invasion followed. Some say because the Americans were desperate to prevent OPEC from transferring oil trading in all its member countries to the euro. A gold dinar would have had serious consequences for the world financial system, but may also have empowered the people of Africa, something black activists say the US wants to avoid at all costs. The United States should welcome the self-determination of Africans. They certainly have denied self-determination to Africans inside the United States, so we're not surprised by anything that the United States would do to hinder self-determination of Africans on the continent. The UK's gold is kept here in a secure vault somewhere in the depths of the Bank of England. As in most developed countries, there's not enough to go around. But that's not the case in places like Libya and many of the Gulf states. I have great respect for the media. I mean, our society is a good, solid democracy because of a good, solid media. But I also understand that a lot of times there's opinions mixed in with news. We won't disagree with that. Soyons honnêtes, les journalistes et les médias ont besoin d'avoir accès au pouvoir, au président, au secrétaire à la défense pour leur parler, les filmer et faire des interviews. Vous avez une version à une plus petite échelle de ce qui existe dans les États totalitaires. Ils réalisent des films sur le charisme de leur leader et comment il est chaque jour de plus en plus grand. There will be a day of reckoning for the Iraqi regime, and that day is drawing near.
Ladies and gentlemen, the United States Army Chorale. Another day is dawning in America. From coast to coast, our spirit shines right through. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. So don't stop believing in what we stand for. Oh, don't stop believing in America. Mr. America. Si on s'engage aujourd'hui, on ne défend pas les États-Unis d'Amérique. On aide certains décideurs politiques à mettre en œuvre un programme impérialiste. En février 2003, 10 millions de personnes dans le monde entier ont manifesté contre la guerre en Irak. La Grande-Bretagne a connu la plus grande manifestation de son histoire. Il y avait 2 millions de manifestants à Londres, 400 000 à New York, 1 million à Berlin, à Madrid et à Rome. On this February day, as this nation stands at the brink of battle, every American on some level must be contemplating the horrors of war. And yet this chamber is for the most part ominously, dreadfully silent. Oh, you can hear a pin drop. Listen. There is no debate. There's no attempt to lay out for the nation the pros and cons of this particular war. Le Congrès a occulté les bonnes questions et n'a pas obligé le président à rendre des comptes. Notre Congrès a misérablement manqué à ses devoirs envers nous, parce que de nombreux élus sont tenus par le complexe militaro-industriel. Eisenhower doit se retourner dans sa tombe. On pourrait dire que le complexe militaro-industriel est plus tentaculaire aujourd'hui, car il est moins visible. On se préoccupe surtout des idées, de l'influence et de la réussite de sa carrière. C'est risqué de s'opposer à une forte politique de défense. Pas seulement pour un homme politique en campagne pour devenir président, mais pour l'expert qui veut se faire un nom dans la capitale, et pour le journaliste qui veut son article publié en première page. On limite ainsi le niveau de discussion à l'urgence de faire la guerre. Mr. Vice President, do you think the American people are prepared for a long, costly, and bloody battle? I don't think it's likely to unfold that way, Tim, because I really do believe we will be greeted as liberators. On a largué 4 bombes anti-bunkers à guidage satellite améliorées de 900 kilos. Elles ont explosé toutes les deux. Je n'ai pas eu de problème avec ça. J'avais déjà lâché des bombes. Une fois les bombes larguées, j'ai compris qu'il s'agissait de la première attaque de l'opération Liberté pour l'Irak. J'ai dit, si on a bien fait notre devoir ce soir, tout pourrait être terminé demain. اللي شفناه أول يوم الحرب ذهلنا وكنا أكثر شيء حالة سخط صايدة الجثة من الأطراف وكانوا طبعا أطفال ونساء مدنيين بصورة عامة كلهم كانوا مدنيين ما استقبلنا أول أيام الحرب أي عسكري يعني حسب ما عرفنا بعدين إن هم من الدورة كانوا الجرحى مدنيين قاعدين في بيوتهم ساعة الفجرية. There's no question but that the strike on that leadership headquarters was successful. We have photographs of what took place. The mystery of what happened begins here at a palace compound called Dora Farm. One weapon clearly missed. Others landed just outside the wall, destroying other buildings. حدث عندي ابني وولد اخوي احنا ببيت عائله واحده يعني بالدوره بيت توقع عليه الصاروخ مع صديقهم يم المزرعه وراحوا يطلعون قراض من البيت
ووقع عليهم ستاره. The weapons that are being used today have a degree of precision that no one ever dreamt of in a prior conflict. أو يروح العائلة ببيوتها نايمين ويضربهم. هذا ذكي. هذا صاروخ ذكي. Depuis des années, les militaires américains nous vantent les mérites des armes de précision à guidage laser. Selon eux, on peut faire la guerre tout en évitant des victimes civiles. C'est tout simplement faux. Les bombes ne sont pas aussi fiables. Le guidage de précision n'est pas si bon que ça. Est-ce qu'il existe un propriétaire d'ordinateur sur Terre qui n'a jamais eu un problème de virus ou de perte des fichiers? Personne n'est épargné. Pendant les 6 premiers mois de la guerre en Irak, 50 bombes de précision ont été larguées contre les dirigeants du pays. Aucune n'a atteint sa cible et 42 d'entre elles ont fait des victimes parmi les civils. C'est pratique. Le complexe militaro-industriel a fourni toutes sortes d'armes à ces types, ainsi qu'une arrogance technique qui leur fait croire qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Après tout, ils ont des armes intelligentes qui font le travail avec un minimum de dégâts collatéraux. En ce qui me concerne, ce sont des foutaises. هاي انترست الساحة مال المستشفى هسه انترست 3 جثث. الجثث اللي رأيتها يعني 90% هي مدنيين وموجودين عندي بسجل هسه مثبتين. اشوفكم السجل يعني 90% هم مدنيين كانوا واطفال. مسجلة هسه موجودة عندي بالسجل. الخاص يعني اللي قتلوا بالحرب يعني اللي عندنا هنا بالمستشفى. ربة بيت عسكري طالب عسكري طالب مدني ربة بيت مدني كاسب ربة بيت كاسب طفل ربة بيت طالبة. يعني ما بيها لا امان ولا حرية ولا كل شيء. C'est encore comme dans un rêve. On parle de ce qui s'est passé. Quand je suis avec mes enfants, ils me posent des questions difficiles. Ma fille m'a demandé si je vais essayer de tuer Saddam Hussein. C'est difficile de répondre à un enfant. Quand on l'a vu à la télévision, une partie de moi me disait « Je suppose qu'on ne l'a pas eu. » Mais à la fin, on l'a bien eu. Combien de fois dans une vie un individu a-t-il l'opportunité de lancer la première salve d'un conflit qui va libérer un peuple? What happened at 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country, a coup, a policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All this is in the book. I went downstairs. I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir.
I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. And I realized then, it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001, he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991, he was the Undersecretary of Defense for Policy. It's the number 3 position at the Pentagon. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes, Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. It was a pretty stunning thing. You mean the purpose of the military is to start wars and change governments? It's not to sort of deter conflict? We're going to invade countries? And, you know, my mind was spinning. And I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria. It was like a laydown. Oh, our legions are going to go in there. This wasn't what the American people voted George Bush into office. Well, they didn't actually vote him into office, but it wasn't what many of the people who... It wasn't what he campaigned on. He campaigned on a humble foreign policy, the most arrogant foreign policy in American history. He campaigned on no peacekeeping, no nation building, and here he is with Afghanistan and Iraq. It's astonishing. Whether you're a Democrat or a Republican, if you're an American, you ought to be concerned about the strategy of the United States in this region. What is our aim? What is our purpose? Why are we there? Why are Americans dying in this region? That is the issue. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une embarcation qui prend feu et qui chavire, des passagers engloutis par les flots. Ça n'est malheureusement pas la première fois qu'un drame de ce type se produit au large des côtes italiennes. Mais aujourd'hui, la tragédie a pris une toute autre proportion. On parle ce soir de 130 morts, mais 200 à 300 personnes n'ont toujours pas été retrouvées. Alignés sur le quai, des dizaines de corps de noyés. Puis les cercueils que l'on apporte en prévision du bilan qui sera bien plus lourd. Des larmes pour seul commentaire. L'émotion est tellement vive que l'Italie a décrété une journée de deuil national demain. Accusée de laxisme par le Conseil de l'Europe vis-à-vis de ses candidats à l'exil, eh bien, Rome réplique ce soir. Elle a accueilli près de 100 000 réfugiés depuis le début des révoltes arabes en 2011 et elle demande plus de coordination au niveau de l'Union européenne. L'Europe est avec les habitants de Lampedusa et avec toute l'Italie. L'Europe ne peut pas détourner la tête quand il y a des embarcations qui coulent et qui détruisent l'espoir et la vie. Au-delà du drame, de la tragédie, je crois que c'est important que les responsables politiques européens en parlent et vite ensemble. Il faut un couloir humanitaire. C'est à eux de se réunir et de trouver la bonne réponse, la bonne solution, mais la compassion ne suffit pas. Oui, alors tout le monde à la larmichette parce qu'il y a des pauvres gens qui fuient les violences et la misère et qui se noient aux portes de l'Europe. Mais personne ne dit que tout ça n'existe qu'à cause de la destruction de la Libye et actuellement de la tentative de destruction de la Syrie, parce que c'est des gens qui fuient le chaos libyen, le chaos de l'Afrique lié au chaos libyen et le chaos syrien. D'où viennent ces hommes et ces femmes? En majorité d'Érythrée et de Somalie. Ils remontent ensuite sur les côtes tunisiennes et libyennes. Des immigrés syriens tentent également la traversée vers l'Italie
Avec la guerre, ils sont de plus en plus nombreux. Par quelle filière arrivent-ils? Les passeurs sont essentiellement tunisiens ou libyens. Mais depuis les révoltes arabes, les filières se sont internationalisées. Avant la chute de Kadhafi, la police libyenne patrouillait dans les ports le long de la frontière. Aujourd'hui, ces contrôles n'existent quasiment plus et la voie s'est ouverte. Et que tout ça est la faute de nos dirigeants, de ces politiques de guerre systématique et de déstabilisation qui produisent des souffrances terribles sur les populations. Et en premier lieu, il faudra bien montrer que qui est responsable en premier chef de ces morts de Lampedusa? Monsieur Bernard-Henri Lévy. Au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Qui a lui-même voulu à tout prix cette guerre de destruction de la Libye et du système Kadhafi qui maintenait la paix en Afrique centrale. Aujourd'hui, il faut bloquer les colonnes infernales qui sont en train de marcher sur Benghazi et qui vont créer un bain de sang. La communauté internationale aujourd'hui, me semble-t-il, a le pouvoir, et c'est ce que lui demande le gouvernement provisoire de Benghazi, d'aider à mettre hors d'état de nuire l'aviation de Kadhafi. Sans le feu vert de l'ONU, y compris si on n'a pas le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est mieux si on a le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais enfin, on ne s'est pas gêné pour se passer du mandat de l'ONU dans tant et tant de circonstances. Ça va comme ça. Et que je rappelle, pour relier ce sujet à d'autres, que monsieur Bernard-Henri Lévy, on va le mettre en post-prod, l'a fait en tant que juif et pour les intérêts supérieurs d'Israël. Il y a quelque chose qui a étonné beaucoup de gens, c'est que lors de la première convention nationale du CRIF, vous avez fait une déclaration qui a été très reprise en disant, à propos de votre engagement dans cette guerre, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas été juif, et vous avez ajouté, j'ai porté en étendard ma fidélité, à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. J'ai dit devant une assemblée du CRIF, devant une assemblée le Conseil des institutions représentatives juives en France. Face à un public en majorité juive qui exprimait leur anxiété face aux révoltes du monde arabe, je leur ai dit que l'universalisme et l'humanisme juif tel qu'il les a façonnés et tel qu'il m'a façonné aussi, commandaient de se porter au secours de ces révolutions arabes. Et je pose la question aux juifs du quotidien, aux Français de confession juive, qui est responsable aujourd'hui de la montée de l'antisémitisme en France? Alain Soral, Dieudonné, ou Bernard-Henri Lévy et toute cette clique qui fomente des guerres partout pour des intérêts très obscurs, qui ont du sang plein les mains et qui le font face à la caméra et avec un sourire goguenard au nom du judaïsme et des intérêts d'Israël. La métaphysique juive telle que je l'entends après Emmanuel Lévinas et d'autres commande de tendre cette main. Je voudrais dire à mes amis musulmans, cette majorité du musulman qui à l'intérieur de l'islam lutte contre l'islam radical et lutte contre l'islam fascisant, qui a un instrument extraordinaire dont je pense qu'ils gagneront la partie le jour où ils en auront l'équivalent et qui s'appelle le Talmud. Le Talmud, c'est une machine anti-fanatisme. Vous ne pouvez pas être un fondamentaliste digne de ce nom si vous disposez d'un Talmud et si vous le connaissez, si vous le lisez, parce qu'alors se dissout instantanément l'idée même d'une vérité intouchable et tellement sacrée qu'en son nom les pires forfaits peuvent être accomplis. On ne verrait plus des masses de fanatiques défiler devant telles ambassades, brûler tel drapeau ou commettre tel meurtre au motif que l'on aurait insulté la figure sacro-sainte du prophète. Non, il n'y a pas de sacro-saint. La pensée juive, elle a aussi pour effet de casser en son milieu l'idée même du sacro-saint. C'est le sacré ou c'est le saint? Si vous êtes du côté du sacré, vous êtes du côté du fondamentalisme. Si vous êtes du côté de la sainteté, vous êtes... Bernard-Henri Lévy qui arrive à une émission de télévision, je crois que c'était en Belgique, et qui reçoit une tarte à la crème. Et voici la réaction de Bernard-Henri Lévy montée par nos soins, à la demande de Pierre Desproges. Alors, arrêtez ça, s'il vous plaît. Lâchez-le. Lâchez-le, laissez-moi là-bas. C'est vous qui mettez. Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi, mon bonhomme. Laisse-moi lui. Laisse-moi lui. C'est grave et voilà. Lâchez-le. Lâchez-le, laissez-moi là-bas. Laisse-moi lui. C'est grave et voilà. Arrête de merde. Laisse-moi lui. C'est grave et voilà.
La répétition est... Oui, non, mais ce que je voulais montrer, c'est comment le personnage qui est coiffé comme Gonzague Saint-Brie, tout d'un coup se défait. La vraie nature de Bernadette, je veux dire, le nouveau philosophe de Médeux, tout d'un coup, allez, très vite, je te casse la gueule, hein. C'est bien qu'on voit ça, faut montrer ça, la vraie nature des cuisses. D'autant plus que selon la loi de M. Strauss-Kahn, qui se revendique, je cite Strauss-Kahn, je me lève chaque matin en me demandant ce que je peux faire pour Israël, qui marié à Madame Sinclair, qui a déclaré, je crois que ça avait été repris à l'époque comme citation par le comique des proches, qui était assez courageux, qui avait déclaré qu'elle ne pouvait pas concevoir d'épouser un non-juif. J'aimerais bien savoir si on disait, un catholique français disait demain dans les médias, je ne peux pas concevoir d'épouser un non-catholique, comment ça serait interprété par le droit de, comment dirais-je, l'antiracisme institutionnel. Monsieur Maïmonide, qui est le maître à penser, qui est au Talmud, ce que Moïse est à la Torah, voilà. Et qui écrit, et que j'ai connu des gens, moi, que j'ai fréquentés, qui avaient dans leur bibliothèque les œuvres complètes de Maïmonide. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir s'ils valident ce qu'il y a dedans, si c'est pour faire joli, s'ils ont le livre. À propos des nègres, Maïmonide écrit dans son guide des égarés, leur nature est semblable à celle des animaux muets, et selon mon opinion, ils n'atteignent pas au rang d'être humains. Parmi les choses existantes, ils sont inférieurs à l'homme, mais supérieurs au singe, car ils possèdent dans une plus grande mesure que le singe l'image et la ressemblance de l'homme. Voilà, c'est ce que dit. Voilà. Donc, selon Maïmonide, qui est le grand maître du talmudisme, les Noirs ne sont pas des hommes, hein, au sens. Voilà. Je vous rappelle que M. Attali nous a expliqué que seuls les Juifs étaient des hommes. Voilà. Et après, je regarde mariage et relations sexuelles. Voilà. Selon Maïmonide, toute femme non juive est considérée comme non purifiée de ses menstrues, esclave païenne et prostituée. Voilà. Par conversion, elle perd les 3 premiers marques, mais reste toujours prostituée pour le restant de ses jours. Cela ne veut pas dire que les rapports sexuels entre un juif et une goye sont permis, bien au contraire, mais la punition principale est infligée à la goya, ce qui veut dire qu'en cas de viol d'un juif sur une non-juive, c'est la violée qui est responsable. C'est écrit, je ne plaisante pas, c'est écrit, c'est la loi du Talmud. Ce qui veut dire que ça éclaire quand même certains sujets actuellement. C'est-à-dire que selon la loi de M. Strauss-Kahn, il n'a commis aucune faute. J'aimerais qu'on me dise que j'ai mal interprété, que j'ai mal compris, que j'ai abusé du sens. Je n'ai fait que mettre bout à bout des choses qui sont devant nous comme un pulse, voilà. Et j'aimerais savoir si ces gens-là, je parle d'Attali, je parle de Bernard-Henri Lévy, qui fait l'apologie du judaïsme talmudique intégralement.
You come from generations of ritualistic abuse? Yes, my family has an extensive family tree, and they keep track of who's been involved and who hasn't been involved. And it's gone back to, like, 1700. And so you were... Right. I was born into a family that believes in this. And does everyone else think it's a nice Jewish family? From the outside, you appear to be a nice Jewish girl? Definitely. And you all are worshiping the devil inside the home? Right. There's other Jewish families across the country. It's not just my own family. Really? And so who knows about it? I talked to a police detective in the Chicago area, and several of my friends know, and I've spoke publicly before. What kinds of things? You don't have to give us the gory details, but what kinds of things went on in the family? Well, there would be rituals in which babies would be sacrificed, and you would have to, you know... Whose babies? There were people who bred babies in our family. No one would know about it. A lot of people were overweight, so you couldn't tell if they were pregnant or not, or they would supposedly go away for a while and then come back. Yeah, you witnessed the sacrifice? Right. When I was very young, I was forced to participate in that, in which I had to sacrifice an infant. And the purpose of sacrifice is to what? Is to bring you what? What are you sacrificing for? For power. Uh-huh. Power. And so, were you ever used? Were you ever used yourself? I was molested. I was raped several times. Mm-hmm. And what's your mother doing? She's... In all of this? What's her role in all of this? I'm not exactly what her role is. I haven't, recovered all of my memories, but her family was extremely involved. Mm-hmm. She brought me to it. Both of my parents brought me to it. And where is she now? She lives in the Chicago metropolitan area. She's on the Human Relations Commission of the town that she lives in, and she's an upstanding citizen. Nobody would suspect her. Were you... To the outside world, everything we did was proper and right, and then there were the nights that things changed, that things just got turned around. What was wrong was right, and what was right was wrong. That's what helps to create somebody, to develop MPD. Mm-hmm. Multiple personalities. Right. Now, in your family, did you all call it worshiping the devil? No, I don't know. It was just evil, these things you did. Right. Well, I said it was evil, and they said it was good. There's a book that I had just come across called Lilith's Cave, which is a book of Jewish mysticism and supernatural, and there's a lot in that book that relates to what I, endured when I... Il serait temps de découpler tout ça. Il serait temps que les intellectuels intelligents de la communauté juive, là je pourrais par exemple faire un petit signe à monsieur Halimi qui pourrait se mobiliser un peu, puisqu'il en est, et de bien disqualifier des gens comme Bernard-Henri Lévy, mais aussi des gens comme Attali, mais aussi des gens comme Minck, qui font un très très sale boulot depuis des années, et que le peuple de France commence à s'en rendre compte, et qui malheureusement sont, c'est eux qui le revendiquent, les représentants aujourd'hui de la communauté juive française, et qui les mettent de plus en plus gravement en porte-à-faux par rapport au reste de du peuple français. Voilà. Et ça, c'est le vrai message, c'est la vraie leçon qu'on peut tirer de Lampedusa, hein. C'est ce lien. Tous ces morts, et des gens qui incarnent par leurs actes et leurs paroles les pires caricatures antisémites. Être de gauche, ça veut dire soutenir les insurgés de Benghazi et ça veut dire arrêter ce dictateur terroriste, fanatique et dingue qu'est Kadhafi. Voilà. Bernard-Henri Lévy. Et j'ajoute que si on n'arrête pas Kadhafi, on n'arrêtera pas Ahmadinejad et on aura un Iran nucléarisé sous peu. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et lui dit « J'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. » Ah, formidable, 49, formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. » « Comment je suis un escroc ?»« Mais si, écoute, tu m'as vendu $49, des pantalons immétables. » Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu sais très bien. J'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons ? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. Tu n'as rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Hein, voilà. Et c'est la question aussi qu'on va poser au CRIF. C'est ça la bonne question que le CRIF doit se poser aujourd'hui.
lutter contre l'antisémitisme aujourd'hui en France, c'est aller vers la réconciliation nationale, dépasser les communautarismes et mettre sur la touche et interdire à des gens comme Bernard-Henri Lévy de se présenter comme représentants du judaïsme, de la communauté juive. Je suis français et juif, fils d'Israël. Vous représentez des tribus, moi je suis aussi le représentant d'une vieille tribu, ouais. Le fils d'une des plus anciennes tribus du monde. Alors Bernard-Henri Lévy, la tribu d'Israël. Et surtout, s'il veut représenter Israël, de bien séparer les intérêts israéliens des intérêts français, car ils sont très peu convergents en réalité. Voilà. Je pense que c'est ce que je viens de dire est clair et c'est fondamental. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Franja de Gaza. Dice el comunicado de Israel: Venezuela debe elegir en qué lado de esta guerra está. ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo! ¿Eh? Debe elegir entre los que luchan contra el terrorismo y entre los que lo apoyan. Con eso quieren manipular al mundo. Quieren manipularnos. A nosotros no nos manipula nadie. Yalan söylemeyi devlet politikası haline getiren ve işlediği suçtan yüzü kızarmayan bir yönetimden soruşturma beklemek yerine uluslararası camia bu olayı tüm boyutlarıyla soruşturmalı ve hukuki karşılığını da vermelidir. Kimse Türkiye ile aşık atmaya, Türkiye'nin sabrını test etmeye kalkmamalı. Türkiye'nin dostluğu ne kadar kıymetliyse düşmanlığı da o kadar şiddetlidir. İsrail yönetiminin hukuksuzluklarının örtülecek, tevil edilecek, görmezden gelinecek hali kalmamış. Birleşmiş Milletler de bu akşam aldığı kınama kararıyla da yetinmemelidir. İsrail yönetiminin saldırgan tutumları şüphesiz ki bir yerlerden aldığı güçten kaynaklanır. İsrail'i bu yaptıklarıyla baş başa bırakamayız. İsrail yönetimine her yaptığın senin yanına kârdır diyemeyiz. Her şeyin bir bedeli var. Bu yönetim bunun bedelini ödemek durumundadır. Bugün yeni bir gündür. Bir milattır. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı aşikardır. Alenen cinayet işleyen, alenen katliam yapan, saldırgan bir devletin pişmanlık dilemeden ve hesap vermeden insanlığa kendini anlatması, uluslararası toplumun yüzüne bakması mümkün değildir. Masum insanlara silahla saldırarak, kan akıtmak, katliamda bulunmak ise açıkça devlet terörü. Öldürmeyi iyi bildiklerini yüzlerine söylediğimiz İsrailli yöneticiler cinayeti, katliamı ne ölçüde iyi bildiklerini bir kez daha dünyaya göstermişler. İsrail hiçbir mazeretle, hiçbir gerekçeyle elindeki kanı temizleyemez. Bu aşamadan itibaren İsrail'in kanlı saldırılarına her kim göz yumarsa, her kim bu saldırıları görmezden gelirse bilmelidir ki bu kanlı saldırılarda onlar da
bizzat suç ortağı. Siz ne kadar sivillerin, Gazze'deki, Filistin'deki mazlumların karşısındaysanız, biz o kadar sivillerin, masumların, Filistinlilerin, Gazze'lilerin yanındayız, arkasındayız. Herkes sussa, herkes gözünü yumsa, herkes sırtını dönse bile biz Türkiye olarak Filistin'e, Filistin halkına, Gazze'ye sırtımızı dönmeyecek, gözümüzü yummayacak, Gazze için haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Now today we're joined by Alain Soral. He's a French writer and founder of the political think tank Equality and Reconciliation. Now he's considered by many as a controversial figure in France for his political stand that more often than not goes against the status quo, and for comments that push the envelope on topics that are generally considered taboo. Well, Mr. Soral, thanks very much for joining us today. My first question is, what is it that you dislike so much about the French status quo that you feel compelled, if you will, to go against it? First of all, today, we can no longer believe in the masquerade of a political left and right. For a long time here in France, unlike Anglo-Saxon countries, even Germany and the United States, there was a real alternative in French politics. Meaning there was the Communist Party and there was the whole movement of economic liberalism. There was real political diversity in France, but gradually the so-called left eventually gravitated towards economic liberalism, the right. The only differences between the left and right were small variations in their positions on ethics and society. The best example is, right now, we have François Hollande and Nicolas Sarkozy. There's no real opposition between left and right. It doesn't exist. They're all roughly economic liberals, libertarians. For France, the first step of visible liberalism is the European Union. There are those who submit to the EU, which means the end of borders, free movement of goods and capital, ideology of right and left, the ideology of miscegenation. This is the dominant ideology in France, shared by left and right. The difference is only aesthetic. And then there are those who oppose this dominant ideology, who fight for the restoration of borders, the restoration of the nation, those who criticize the ideology of miscegenation, meaning to defend cultural identities and so on. The battle today is to resist globalism on economic and cultural fronts, etc. We have to show that the fight between left and right no longer exists. Today, the two battling sides are the globalists and those resisting globalism. Mondialiste et résistant mondialiste. So what exactly is your motivation for being an opposition? Is it just for the sake of being an opposition because you think there's none in France? Yes, it embodies the new opposition, and it has one important distinction. This opposition has no place in today's institutional system, whereas before, and for historical reasons, there was opposition within the establishment. But today, even in television, there's a centrifuge which excludes and marginalizes people who are not liberals, globalists, human rights hardliners, pro-American, pro-Zionist. It can be seen clearly. There's no opposition in the establishment anymore these days. I may have been the last one even to be invited to talk on shows on primetime French television, and that went wrong. The people who invited me ended up having problems. Now, you are for a multipolar world. You've always expressed that view. Now, is it because you just want to see a balance of power, or do you fundamentally disagree with major powers and agree with the policies, the systems of government, or even the personalities of the countries that try to counter them? I'm still a French patriot who tries to defend French sovereignty and French identity as I see it. So every time, every position I take is always from the French point of view. It's just like when I was a communist in the 90s, when I was in the French Communist Party. It was because I realized that for things to be in the interest of France, there had to be two superpowers. For in fact, France existed, as General de Gaulle had understood, because of the US-USSR balance. So I was pro-Soviet, not because I thought that the USSR was very good, but because I thought that the USSR was very good for France and French interests. If I'm fighting the New World Order, it's only because I think France has everything to lose with respect to this New World Order. France has an interest in a multipolar world. I think France has an interest in a strong and growing Russia right now. However, I'm also pro-Serb,
because I think that the Serbians are great people of the Balkans and because there is a traditional link between France and Serbia. Today, the dominant ideology is so delusional that it's almost strange to say, I am French, who cares first and foremost for the interests of the French? In France, this is almost regarded as fascist, because national preference is forbidden in France, which is unheard of. French elections are coming up soon. What do you think will be the results, especially at the final round? Who do you think are the two candidates that will be running for it at the end? With the French elections, we can clearly see today that the French system that was developed by de Gaulle and the Fifth Republic is being destroyed to make way for an American system. So you have the incumbent, Nicolas Sarkozy, on the right. And then you had the primary election in the left-wing political parties. It's like the Republicans and Democrats in the US. There is actually no difference between the two sides. Left and right are both liberals, economically speaking. Maybe one wants to legalize weapons and the other doesn't. But the reality is, there is no alternative management. We arrive at the same thing. In France today, there's Sarkozy, and after the primary election in the Socialist Party, which was a circus, the winner was François Hollande. Now, the media then reduces the Sarkozy-Hollande political debate into a war of catchphrases. For example, with Hollande calling Sarkozy the bad guy. It's pure theatre. There is no political content because, in reality, they are both fans of the European Union. They cannot do what they pretend to want to do, like reindustrialization, saving companies. What they're proposing are against EU laws. The Socialist Party and the ruling Union for a Popular Movement have ratified 93% of what the EU proposed. Sarkozy and Hollande are two economic liberal candidates with very minimal differences in stands on social issues, which is why I'm interested in Marine Le Pen, who has good poll ratings and offers an alternative. Leave the European Union, go back to the French France and defy Wall Street. The other two try to pretend she doesn't exist. They try to get the French into the American system. They are afraid Marine Le Pen can make it to the second round of the presidential elections. If that happens, it would expose the lie of the French system. With a huge amount of media effort, through television shows, they try to bring the French people into a situation of actually having no choice. Voila, you have Hollande and Sarkozy. In France, we say it's like choosing between Tweedledee and Tweedledum. It's sometimes a very subtle form of totalitarianism using liberalism, which is smarter than a dictatorship. You give two choices that are essentially the same. So you are against the European Union, you're against the euro. What exactly is it that you see for France, a system that you see would work better for your country? When you look at the reality of the past 20 years, the European Union has changed very little. By the way, if we remember back then, we were still having referendums on such decisions. So the Maastricht referendum got through. But in the second referendum on the Lisbon Treaty, the French voted no. In Ireland, they voted no. It was rejected by the people, but then forcibly voted in by MPs. This means that the National Assembly betrayed the people of France. It does not represent the people in statistical terms. Lisbon has been ratified by the National Assembly overwhelmingly when the people rejected the treaty in a referendum. It is clear that this representative democracy actually represents no one at all. Today, the European Union is scared of the people and of consulting the people. There's also the demonization of the people, treating them as though they're stupid, as though they won't understand. This is real right-wing ideology. Men are idiots, sheep that must be led by an elite against their will. It's an ideology that can be called extreme right. The European Union was meant to bring down unemployment, bring prosperity, security, whatever you want to call it. But instead, it brought unemployment. The adoption of the euro inflated prices. It caused deindustrialization, especially in France. It may be better for Germany, but it's an economic disaster. On the security front, it's been a disaster with Schengen, a total loss of border control. The French have long been familiar with that widespread disaster. It doesn't work, and now it's worse than before. Even today, economic experts say it's about to collapse. It's not even a question of whether it's good or bad. It's falling apart mechanically. The euro is exploding. The single currency is a technical impossibility.
A Europe of 27 countries cannot work. We see that this huge thing is crumbling and has only brought negative effects, practically. With Merkel and Sarkozy meeting every 3 days, it's getting ridiculous. Now there's a summit every 3 days. It's no good. It's close to collapse. Comme c'est sur le point de s'effondrer. You've discussed the media coverage of various events around the world, particularly the coverage of the Arab Spring, Occupy Wall Street, and other more recent ones. What's your take on how such events are portrayed in France? Déjà, il y a une très grosse différence. Already, there is a very big difference in the treatment of Occupy Wall Street and the Arab revolutions. We don't talk in mainstream media about the riots and demonstrations challenging the power of the US banking oligarchy. We do not want to see internal unrest that exists right now in the United States, which is very serious. They are absolutely not reported in the French media. Nothing. Zero. Whereas all day long, we hear about the Arab Spring. We were given non-stop coverage of Libya, and we hear about Syria all day long. The street demonstrations and political rallies in the US are important. I haven't seen Bashar al-Assad ask Obama to step down, or the Queen of England. There is also a lot of social unrest in England, so in reality the problem is that in this world, what we call the empire dominates the Western media. People swallow all this and think that all is well in the US. It's the largest democracy in the world, but now against Syria, it's fire and blood. Gaddafi was eating small children. The French media, and I don't just mean mainstream media, but also newspapers that were traditionally read by French intellectuals. There is a total collapse of political analysis in France. The only serious analysis available is on the internet, but it's a very small niche. That's the French situation. The French know nothing of the serious problem in the United States, but they are exposed to the Syrian situation throughout the day. Now, you've always stood for nationalism. You've always said that France should look out for its own interests in a more nationalistic way. But do you not see any merit in France being more interdependent with other countries, especially since we are living in a more interconnected world, whether economically or politically? Wouldn't France be isolated if it turns inwards rather than outwards? Mais là, tel que vous posez la question. Well, with that, we get the impression that there are only two choices. The New World Order, which means open borders, globalism, total submission to the US, or closing in on ourselves. In fact, the alternative is neither of those. First, we have the option of using functional borders, not as barriers, but as doors and windows that can be opened more or less for reasons of protectionism, which is acknowledged by all serious economists. From a partnership point of view, it is well known that our logical partners with whom we have an interest is Russia rather than the US. Thanks again for sharing your views on the program. Et c'est bien pour ça, monsieur, que nous sommes leur ennemi juré et qu'ils sont capables de tout pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. C'est parce que si nous arrivons au pouvoir, nous allons tourner le dos à la décision mortifère de 73 qui a consisté à obliger la France à aller emprunter sur les marchés financiers internationaux. C'est ça qui a plombé notre économie et notre liberté. C'est ça qui fait que nous sommes dans la situation d'un ménage surendetté. Expliquez cette décision qui est un peu connue. Donc nous retournerons, alors là pour le coup, vous voyez, la France d'après, Vous parlez de la loi qui a empêché l'État d'emprunter directement à la Banque de France. Exactement. Et on empruntait sans intérêt. Et là, on nous a forcés, ils nous ont forcés à aller emprunter sur les marchés financiers. On a d'ailleurs gavé ces marchés financiers d'argent, de fait. Et nous sommes dans la situation d'un ménage surendetté. Plus nous empruntons, plus nous sommes endettés. Plus nous sommes endettés, plus nous empruntons avec un taux d'intérêt important, plus nous sommes endettés, etc., etc. Nous ne nous en sortirons pas. Madame Le Pen, pour rétablir cette loi, il faut encore rétablir la monnaie nationale. Oui, bien sûr. La Banque de France n'est plus la Banque de France, c'est une succursale de la Banque Centrale Européenne. Mais monsieur, c'est peut-être la décision la plus essentielle et la plus immédiate à mettre en œuvre le jour où nous arriverons au pouvoir. Il y a deux priorités absolues, sans lesquelles nous ne pourrons rien faire d'autre. Retrouver notre liberté monétaire, retrouver le droit de battre monnaie, réinstaller la Banque de France dans ses prérogatives et sortir de ce système mortel
du système financier international où, en réalité, nous avons déjà payé en intérêt, écoutez bien cela, nous avons déjà payé en intérêt l'équivalent de notre dette. Voilà, bon. Et la deuxième... 600 milliards d'euros. Et la deuxième mission essentielle, décision essentielle, c'est de retrouver la maîtrise de nos frontières. Qu'elles soient concernant la circulation des hommes, la circulation des produits ou la circulation des capitaux. Sans ces deux mesures-là, retrouver la maîtrise de nos frontières, retrouver la maîtrise de notre monnaie, toutes les promesses sont illusoires. Voilà, parce que nous n'aurons pas les moyens de les mettre en œuvre. Je propose que nous donnions priorité aux questions des auditeurs. Moi, j'aurais moi-même quelques questions qui me brûlent le lèvres. Oui, non, quoi, si nous faisons ça, Monsieur Descartes, si nous faisons cela, c'est le problème du Tour de France. C'est qu'en réalité, si nous retrouvons notre... Le Tour de France, c'est le dopage. Ah mais non, si nous retrouvons notre liberté, eh bien tout le monde, après nous, retrouvera sa liberté. Et c'est bien ce que craignent les tenants de cet ordre mondial. C'est bien ce que craignent les tenants de ce système monétaire international. C'est que si un seul pays retrouve sa liberté et démontre par là que nous sommes capables de recréer la prospérité, eh bien il en sera fini des 1% de cette hyperclasse qui vit tellement bien de la mondialisation au détriment des 99%. Les tenants du nouvel ordre mondial dont vous parlez, n'est-ce pas la superclasse mondiale dont parlait Huntington C'est ça, c'est l'hyperclasse. C'est l'hyperclasse, c'est les grandes banques qui d'ailleurs se portent très bien, qui ont enregistré un mois de septembre qui est le meilleur depuis, je crois, 1939. Ce sont les grandes multinationales qui payent 8% d'impôts quand les PME, PMI françaises en payent 33%. You must remember, dear people of America, that whenever government wants you to think and act in a certain way that would bring justification to an action that they are already planning to make, they must make the person that they hate a boogeyman. Now, nobody wants civil war. It is the bloodiest of all kinds of wars because you're fighting your own brothers. You're fighting the people of your own language and culture and history. So in every nation, brothers and sisters, there is dissatisfaction. And what the CIA does is go into a country and move among the people that are dissatisfied to stimulate a revolt against a leader that they don't like because they want regime change. I want to be specific. When George W. Bush was president, he said they wanted regime change in Iran, in Korea. Regime change. How do you get regime change, honest America? How do you do that? Congress, the Congress of the United States, voted to spend $150 million to replace the government in Iran that America doesn't like. So they send their agents in to work among the, the dissatisfied. So when they had this election and the people in Iran rose up, they have legitimate grievances, all right, but stimulated from the outside. So President Obama didn't want to put his foot into that cage lest somebody say America inspired it, because it was America's policy to destabilize that government. Well, what about Libya? See, how much money is being spent to arm the so-called rebels? They're dissatisfied. Well, what is their dissatisfaction about? Do they have jobs? Yes. Do they have food? Yes. Has Gaddafi used the oil money to build Libya? Yes. Did Gaddafi use oil money and discover water under the Sahara Desert and brought that water to the surface and brought water from Benghazi all the way
to the border almost of Tunisia? Did he impose farming in the desert so that they could feed their own people? Yes. Are there billions of dollars that he's spending building homes, building apartments for his people? Yes. So something is under this. And so when America, England, France, three imperialist powers want to destabilize that country, is it that you're so concerned? Now listen to this hypocrisy, American people. Is it that you're so concerned over the blood that is being shed in Libya when you look the other way when the Israeli Defense Force was bombing the innocent people of Gaza? Unarmed men, women, and children, but our government looked the other way? You looked the other way when the Israeli Defense Force went into Lebanon thinking that they were going to have an easy victory? Then you had to come out with your tail between your legs? Don't tell me and wise black people or white people that you're interested in black suffering. Where were you in Rwanda? Where are you in the Congo? Why did you go to Darfur? Because oil is there. No, you don't want to save the Libyan people. That's your noble motive to hide your wicked agenda. Now, I want to warn you in the name of Allah that this is more complex than what you think. Go into Libya if you want to. The Libyans do not want foreign occupation on their land. And when you make that kind of move, if you're not careful, you'll unite the Libyan people against you. And again, Gaddafi wasn't sitting in any tent twiddling his thumbs over these last 10 years. This man has been investing in African development. This man has been moving throughout Africa. This man has friends all over the world. He may not be your friend, but if you take him out and kill him like he's some rotten fella that wants to kill his own people, what did you do in Waco? What did you do when your people rose up? Did you talk them out of it? No, they had weapons, you bombed them. What did you do in Philadelphia with the movement? Did you talk them out of their home or did you bomb them? We didn't hear any outcry from you religious hypocrites that love the lives of human beings. You're a liar and a hypocrite. And I warn my brother, don't you let these wicked demons move you in a direction that will absolutely ruin your future with your people in Africa and throughout the world. They don't like the way you handle Mubarak. They don't like the way you're handling the situation in the Arab world. So I would advise you to be careful and move with wisdom and skill. My advice would be, why don't you organize a group of respected Americans and ask for a meeting with Gaddafi? You can't order him to step down and get out. Who the hell do you think you are? That you can talk to a man that built a country over 42 years and ask him step down and get out? Can anybody ask you? Well, there's a lot now going to ask you to step out of the White House because they don't want no black face in the White House. Be careful, brother, how you handle this situation because it is coming to America. It has already started. Look in Wisconsin. Look in Ohio. Look at what's going on in your country and remember your words because the American people are rising against their own government. It's not Muslims, it's not black people, it's white militia that are angry with their government and they are well armed. Are you going to tell them, put your arms down and let's talk it over peacefully? I hope so. But if not,
America will be bathed in blood, not because Farrakhan said so, but because the dissatisfaction in America has reached the boiling point. Be careful how you manipulate the dissatisfaction in Libya and other parts of the Muslim world. Un trafic d'organes au cœur de l'Europe sous les yeux de l'ONU dans les années 90. Cela se serait passé en ex-Yougoslavie pendant la guerre du Kosovo. Des centaines de prisonniers serbes auraient ainsi été exécutés par des miliciens kosovars en vue de leur prélever leurs reins. Les explications de Michel Scott et Gilles Parot. L'accusation fait frémir. En pleine guerre du Kosovo, des prisonniers serbes auraient été assassinés dans le seul but de leur prélever leurs organes. Le rapport du Conseil de l'Europe raconte comment le trafic s'organisait vers l'Albanie voisine. Dans ces lieux de transit, souvent des maisons anonymes, des tests sanguins auraient été pratiqués pour vérifier la bonne santé des donneurs désignés. Au bout du voyage, une clinique clandestine à Fouché-Krougé, volontairement située tout près de l'aéroport de Tirana. Là, froidement, le prisonnier est abattu. Dans la plupart des cas, ce sont ses reins qui sont prélevés, puis envoyés par avion à l'étranger, où ils rejoignent les circuits du marché noir de la transplantation d'organes en 36 heures, le délai maximum. Une opération à la portée de la mafia kosovare, affirme l'auteur du rapport. Au début, on nous disait « Ah, mais c'est impossible, il faut des structures sanitaires hyper sophistiquées, c'est pas possible que cela puisse se faire en Albanie ou au Kosovo. » C'est pas vrai du tout. C'est l'UCK qui est visé, l'ex-mouvement rebelle en guerre contre les Serbes, soutenu à l'époque par les forces de l'OTAN, et notamment l'un de ses chefs, Hashim Thaçi. Problème aujourd'hui, l'homme n'est autre que le Premier ministre du Kosovo et vient même d'arriver en tête aux élections. Le rapport accuse en outre les Occidentaux d'avoir eu connaissance de ces trafics d'organes sans les dénoncer. La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? J'ai une tête à vendre des organes, moi. Mais vous êtes fou, vous croyez n'importe quelle connerie. Alors, Rada et moi, on aurait volé des cadavres pour vendre des organes, mais à qui? Ne croyez pas cette bêtise. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a eu des maisons jaunes, comme il dit? Les maisons jaunes ont existé. Oui. Les maisons jaunes, c'est quoi les maisons jaunes? Quelle maison jaune? Pourquoi jaune? En Albanie. Est-ce que ça a existé? Monsieur, vous devriez aller consulter. Ça suffit, merci. Il n'y a pas eu de maison jaune, il n'y a pas eu de vente d'organes. Elle était médecin et moi aussi. Vous croyez qu'on s'est échangé les organes? Mais les gens qui disent ça sont des salauds et des assassins. D'accord? Un vaste réseau de corruption aux ramifications internationales a été démantelé hier dans le New Jersey. Une quarantaine d'élus locaux et 5 rabbins ont été arrêtés. Ils sont accusés de corruption et de trafic d'organes. L'enquête a duré 10 ans. Jérémy Trottin. Une trentaine de maires et d'élus du New Jersey arrêtés. 15 membres présumés d'un réseau international de trafic d'organes, dont 5 rabbins écroués. Ceci n'est pas l'épilogue d'une série policière américaine à grand succès, mais bel et bien l'un des plus vastes coups de filet jamais lancés par la police de l'État du New Jersey. Plus de 300 agents du FBI et des services secrets étaient mobilisés à travers l'État du New Jersey pour cette opération. 10 ans d'enquête pour démanteler un réseau aux ramifications allant jusqu'en Suisse et en Israël. Corruption, extorsion de fonds et trafic d'organes, le tout dissimulé par des religieux peu scrupuleux. Nous avons arrêté le rabbin Rosenbaum qui était lié au réseau de blanchiment d'argent. Il profitait de la vulnérabilité de certaines personnes pour leur acheter leurs reins 10 000 $. Il le revendait ensuite aux alentours de 160 000 $. Les suspects encourent entre 5 et 20 ans de prison. À quelques mois de l'élection des gouverneurs, les autorités du New Jersey assurent que ces arrestations ne sont pas politiques. Dans cet État, connu pour les relations malsaines entre le milieu politique et le crime organisé, la lutte anticorruption est l'un des thèmes de campagne les plus populaires. If you're not Jewish, I've got some great news for you. The former chief Sephardic rabbi of Israel has just proclaimed that the only reason that you, as a non-Jew, exists on earth is to serve Jews. Another Jewish religious leader says it's moral for a Jew
to murder you and steal your heart or liver if a Jew needs one. Now maybe you think I'm making all this up, but I tell you, Jewish extremist evil is too crazy for anybody to make it up. Now you probably haven't heard the rabbi's words yet. He's not on Fox News, CNN doesn't cover it, but it has been covered extensively in Israel, just not America. In the next few minutes, those of you not completely brainwashed by the controlled media will open your eyes to Jewish supremacism. In the next few moments, I will quote only from mainstream Jewish sources and prove every word that I speak here. The most respected newspaper in Israel is the Jerusalem Post. The headline reads, Yosef, Gentiles exist only to serve Jews. Rabbi Yosef is the former Sephardic chief rabbi of Israel and the foremost rabbinical authority in Israel. Quote, the sole purpose of non-Jews is to serve Jews. Goyim were born only to serve us. They have no place in the world, only to serve the people of Israel. He goes on to compare you to a donkey. Quote, imagine that one's donkey would die. They'd lose their money. This is his servant. That's why he gets a long life, to work well for this Jew. Finally, he says, why are Gentiles needed? They will work, they will plow, they will sow, they will reap. We will sit like an effendi and eat. That is why Gentiles were created. Lucky us. We can finally understand why we were created. So we can be servants to Jews. How could I have been so wrong for so long to think differently? Gentiles are supposed to work. Jewish masters are supposed to sit and eat. Now I finally understand the theory behind Lloyd Blankfein of Goldman Sachs and Ben Shalom Bernanke of the Federal Reserve Bank. We work, they sit and eat, and take our money. Rabbi Yosef is the head of the Council of Torah Sages of Shas. Shas is a coalition partner in the government of Israel. Now the concept of Gentiles being less than human is mainstream Orthodox Judaism. 95% of the Jews around the world are Orthodox. Abraham Kook, the religious mentor of the entire settler movement, said, quote, the difference between a Jewish soul and souls of non-Jews is greater and deeper than the difference between a human soul and the souls of cattle. Kook's viciously racist ideas, against you, by the way, are taught in the Talmudic College in Jerusalem. The college itself is named after this Kook. The Talmud, chief books of Jewish law, say clearly in a number of places that Gentiles are not even human beings, and it goes much further. I quote, the best of Gentiles should be killed. Talmud sages explain this commandment by saying, quote, the best of Gentiles should be killed just as the best of snakes should have their heads crushed. Nice. They obviously don't like intelligent Gentiles. They need to keep us dumb, and I guess now we know the purpose of inane American television. Chabad Lubavitch is a billion-dollar Jewish sect with branches in most capitals on earth. Its American leader was the great Rebbe, who also said, the purpose of all non-Jews is solely to serve Jews. Chabad's anti-Gentile hate is well covered up by the Jewish-controlled mainstream media. For instance, a famous Chabad rabbi is Yitzhak Ginsburg. Now, he wrote in the Jewish Week in his regular weekly column, and this, by the way, is the largest Jewish newspaper outside of Israel. He wrote this. He said, quote, as for the Goyim, Gentile souls are of a completely different and inferior order. They are totally evil, with no redeeming qualities whatsoever. He went on, if a Jew needs a liver, can you take the liver of an innocent non-Jew passing by to save him? The Torah would probably permit that. Jewish life has an infinite value, he explained.
There is something infinitely more holy and unique about Jewish life than non-Jewish life. So Ginsburg says that it's a moral act by a Jew to kill you or your loved ones and steal your vital organs if a Jew might need one. Now this Jew needs to steal a heart, for obviously he doesn't have one himself. Chabad calls non-Jewish women shiksas. Shiksa literally means whore, and it calls Gentile girls shikselba, or little whores. Now can you imagine the outrage if Gentiles or any Christians called Jewish girls little Jewish whores? But they do this all the time, in the media in fact. Oh, sure, they're Jewish and you're a shiksa. What? It means non-Jewish woman. Jews can get away with anything. How does the mass media treat this Jewish supremacist hate organization? Well, the New York Times said Chabad Lubavitch represents, quote, the most enduring ideals of Judaism. For once, I agree with the New York Times. Chabad leaders are invited to the White House. And you know, so many extremist Jews work at the White House that Chabad has teach-ins for its fellow extremist Jews there. No wonder the U.S. government always puts Israel over our own country. Chabad has a pass to every political leader in the Western world, and they have the pictures to prove it. Do you suppose our 90% Gentile Congress would condemn Chabad and its racist Rebbe? No way. The Congress, in fact, unanimously gave the Rebbe its highest medal of honor. Every Gentile member of Congress voted to honor this freak who says that every Gentile and every Gentile congressman is totally evil, and every one of their wives and mothers, daughters is a whore. Now that's true slavery, when you vote to honor somebody who says your mother is a whore and who tells you that your sole purpose on earth is to serve we superior Jews. For those who think extremist Jews don't have dangerous power in media and politics, please somebody tell me, how did they get away with all this? This is all too crazy. It's too crazy for someone to make up. But you know what I've learned in my life? That when it comes to Jews, the unbelievable is often true. Of course, Rabbi Yosef is right. Most Gentiles do serve the Jews. We fight their wars in Iraq and Afghanistan, spill the blood of tens of thousands of our young men, and suffer terrible injuries and death to those nations. We spend a treasure of trillions of dollars in these wars for Israel. We support the criminal state of Israel with more of your tax money, even after Israel committed terrorism against us in the Lavon affair and the attack on the USS Liberty. Thank you for having the courage to watch this video. I believe that there is an honor in you that will not allow you to be a slave to anyone, much less to such an evil power as Zionism. I pray that you'll join the millions who now say, no more wars for Israel, no more Jewish media lies, no more Jewish banking frauds, no more working, sowing, and reaping for Jewish masters. Even some courageous Jews are joining the fight against Jewish extremism, and I salute them. You must be your own master. I believe you will help preserve freedom and diversity on this earth and oppose the tyranny of globalism. I believe that you will defend the right of the Palestinians and of all peoples to their own homelands, that we all have the right to preserve our own heritage and freedom. As Edmund Burke declared, all that is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. I'm proud to say I've done my part. I've given you my all. I've taken a lifelong stand with many years of tireless work. I've faced countless threats and even some physical attacks. I've endured vicious lies against me by the controlled media that go on every day. And more than once, I've even lost my freedom for a while. It is now time for you to do your part. I'm not asking you to give me back what I've given you. It would take you 45 years to do that.
I just ask you to give wings to this truth, to send it soaring to all those whom you love. Let it light up the eyes of everyone who can still think for themselves in this world. Set yourself and set the truth free. The time has come. The world is awakening. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le sionisme. Comme je vous l'ai dit, le judaïsme est une religion plurimillénaire. Elle remonte aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Le sionisme est à peine centenaire, créé par Theodor Herzl et ses amis, des gens totalement athées, des gens qui étaient totalement étrangers à la religion, qui détestaient la religion. D'après la croyance juive, depuis la destruction du Temple il y a près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis l'exil du peuple juif, Dieu a fait jurer au peuple juif de ne point tenter de retourner en masse sur la terre d'Israël. Nous ne devrions jamais nous rebeller contre une quelconque nation. Et nous ne devrions jamais rien tenter afin de mettre un terme au décret exilique émanant de Dieu. Seul Dieu, sans la moindre intervention humaine, peut mettre un terme à cet exil. Et Dieu est très compatissant. Il regarde tous les peuples qu'il a créés, et donc le peuple juif parmi eux, dans l'exil. Et c'est quand il jugera le moment opportun qu'il mettra immédiatement un terme à l'exil. Il se produira alors une révolution métaphysique dans le monde. Le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il le servira, rassemblé dans l'harmonie et la paix. Nous n'utiliserons pas les armes, ni ne lancerons une offensive militaire pour convaincre les gens qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Simplement, nous nous lèverons tous ensemble pour servir Dieu, ce à quoi un juif aspire, ce qu'il espère, ce pour quoi il prie. À l'époque, au début du sionisme, à ses prémices, les rabbins se sont insurgés unanimement. Ils protestaient, disant « C'est un blasphème, c'est de la rébellion contre Dieu. Si cette idéologie est mise en application, nous en souffrirons terriblement. » Malheureusement, les sionistes ont réussi. Tout d'abord, ils voulurent aller en Ouganda. Là-bas, il y avait des terres vierges, mais ils comprirent que la nation juive ne les suivrait pas. Aussi se jouèrent-ils et abusèrent-ils des espoirs et des aspirations que pouvait entretenir tout juif à retourner à Jérusalem, et ils leur dirent « Nous sommes en train de vivre les prémices de la rédemption. Viens, suis-nous, retournons ensemble sur la terre d'Israël. » S'appuyant sur l'ignorance des multitudes non-juives dans le monde entier, ils abusèrent de leur compassion, escomptant qu'elle prendrait pour argent comptant ce que dit la Bible, à savoir que cette terre appartient aux Juifs, et diraient qu'on leur donne la terre. Ils ont utilisé ces sentiments afin de poursuivre leur entreprise, de marquer des points sur le terrain, dans l'objectif de s'accaparer la Palestine. La Palestine était un pays peuplé d'êtres humains, les Palestiniens, c'est-à-dire les Arabes habitant cette contrée, ainsi que des Juifs orthodoxes qui craignent Dieu. Et tous dirent comme un seul homme, « Nous ne voulons pas d'un État d'Israël, nous ne voulons pas de ça. » Et étant donné que les sionistes ont usurpé la terre, qu'ils sont allés en Palestine et qu'ils l'ont volée au peuple palestinien, ils ont soumis ce peuple par la force des armes, puis ils l'ont expulsé. C'est là une seconde grande tragédie, une transgression, une rébellion contre Dieu, un agissement criminel contre Dieu. Et tous les rabbins étaient contre ces exactions. Ils étaient ulcérés, révoltés par ce que ces juifs non religieux, ces sionistes, avaient fait. Je terminerai par ceci. Je tiens à dire simplement que les sionistes, bien loin d'être les protecteurs des juifs et les garants d'un havre de sécurité pour eux, sont en réalité les principaux responsables de l'antisémitisme dans l'ensemble du monde. Là où l'antisémitisme n'existe pas, les sionistes le fabriquent. Ils sont les principaux responsables des dissensions et de la haine envers les juifs dans le monde entier. Nous prions. Nous demandons à tout le monde de prier pour la liberté de la Palestine et pour la venue du jour où la gloire de Dieu sera révélée au monde entier et où nous pourrons tous le servir dans la paix et l'harmonie dans un futur proche. Amen.
יש פה משפט, אני רוצה שתקרא אותו בקול ותגיד לי מי היה יכול להגיד דבר כזה. איפה? זה. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי היה יכול להגיד דבר כזה? אני יכול לקרוא את המשפט שוב? אני לא יודע, בטח היטלר, מלחמת העולם השנייה, דברים כאלה. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי רכוש יהודי. מי היה יכול להגיד דבר כזה? היטלר. היטלר? היטלר. רעיון מצוין עולה בליבי למשוך אנטישמים ישרים ולעשותם מחסלי הרכוש היהודי. מי אתה חושב היה יכול להגיד דבר כזה? היטלר. אם הייתי אומר לך שהרצל חוזה המדינה אמר את זה, היית מאמין לי? לא. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה? אז אני בשוק. אם הייתי אומר לך שהרצל אמר את זה, מאמינה לי? לא. אבל לפי דעתי כאילו יותר כדי לזכור את הרצל בתור דמות חיובית. לא חושב שזה ניסיון מכוון להזכיר מכם משהו שהם לא רוצים שתדעו? יכול להיות, אתה יודע מה? חושב שצריך ללמד את זה? לא יודעת, אולי. כן, בטח. בטח שצריך, אנשים צריכים לדעת האמת. אם אני אומר לך שהרצל אמר את זה, זה מתוך האמנים שלו. אז חבל, אז הרצל היה אנטישמי. Peut-être vous demandez-vous qui sont les vrais responsables de tout ce chaos et de toute cette horreur après avoir visionné cette vidéo. Pensez-vous toujours, bien qu'ils soient en partie coupables, que ce sont les juifs, les sionistes, les francs-maçons, les Illuminati, les banksters, l'oligarchie mondiale, le club Bilderberg ou autre société secrète? Si vous pensez cela, alors permettez-moi de vous dire que vous faites une grosse erreur. Les vrais responsables ne font qu'agiter de faux coupables devant vos yeux pour vous distraire et détourner votre attention de ce qui se passe réellement dans les coulisses. Alors, qui tire toutes les ficelles de cet abominable complot mondial? Il s'agit en réalité d'une force et d'une intelligence démoniaque qui se nourrit de votre ignorance, de vos peurs, faiblesses et de vos vices. Pour se libérer de cette emprise, il faut suivre le protocole suivant. 1. Sortir de l'ignorance. 2. Ne plus avoir peur. Et 3. Détruire nos propres vices de l'intérieur. Cette force et intelligence démoniaque se nourrit de tout cela, et donc la meilleure chose à faire est de ne plus l'alimenter. Vous devez affamer la bête en devenant des êtres humains emplis de vertu et de sagesse. Vous devriez comprendre que la religion juive a été la toute première à avoir été infiltrée et pervertie par ce pouvoir démoniaque, dont la ruse et l'intelligence sont si surdimensionnées qu'il a pu maintenir l'humanité dans l'obscurité pendant des millénaires. Ce pouvoir démoniaque date d'avant les religions. Vous n'avez pas besoin d'être croyant pour penser cela, il suffit d'étudier l'histoire antique qui provient en grande partie des livres religieux. Vous avez parlé du grand architecte. Qui est ce grand architecte? La question. Alors, moi j'ai une petite idée. Je pense qu'on est là pour on parle de dématérialisation. Pardon, en fait, on retire la spiritualité au peuple, au genre humain. Et l'objectif, en fait, parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, dans l'islam, on nous parle d'arrivée du faux messie. Et cet objectif-là de Satan, c'est comme il sait qu'il a un délai et qu'on arrive à la fin, et ben l'objectif c'est de ramener le maximum de personnes avec lui en retirant la spiritualité aux gens, la croyance en Dieu, et qui vont suivre ce faux messie. Et ça, il se pourrait que ce serait ce grand architecte. Voilà, c'est ça en fait. Le grand architecte, c'est Satan. C'est lui le grand patron de cette affaire, le prince de ce monde. C'est lui qui détient toutes les clés. Satan existe, c'est pas une idée, c'est pas une métaphore, c'est une entité qui existe. Sinon, tous ces gens qui ont façonné votre monde n'y croiraient pas. C'est des gens intelligents. Ok? Ils imposent leur désordre et vous faites rien. Donc ne vous croyez pas supérieur à eux intellectuellement.
Que ça soit clair. Parce qu'il y en a plein qui se croient intelligents. Hein? Oui, non, mais non, ça marche pas comme ça. C'est les boss. C'est le président, c'est lui qui signe les lois, c'est lui qui va augmenter les impôts, qui va créer de nouveaux impôts, qui va vous foutre en prison, c'est lui le boss. Et lui, il croit en Satan. C'est son Dieu. C'est lui le grand architecte. Il faut savoir que le satanisme, c'est l'inversement de toute chose. Le pentagramme, l'étoile. Pourquoi vous avez des étoiles? Je vais vous donner un exemple. Tous les drapeaux du monde sont maçonniques. C'est des symboliques maçonniques. L'islam, ça n'a jamais été une étoile et la lune. Il faut arrêter de délirer là. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Depuis quand? Ça fait 14 siècles que l'islam est là. Hein. L'étoile, c'est de la symbolique. Bon, c'est pas méchant, mais l'étoile inversée, c'est Satan. La croix inversée, c'est Satan. Les messes avec lecture à l'envers, c'est satanique. Tout est inversé. Il singe Dieu. Et en fait, quand il va dire le grand architecte, c'est lui qui va prendre, il va tout inverser. Il va prendre le nom, parce que Satan ne peut pas s'imposer sans ruse. Il ne peut pas avancer découvert, parce que tout le monde le frapperait. Il est obligé de se farder ses plus beaux habits, plus beaux masques magnifiques. Et il va se présenter à nous avec, voilà. Et là, après, il va inverser tout. Et après, il y a deux types de personnes sur Terre. Il y a l'élite, les awliya, les saints de Satan, et les gens qui vont suivre bêtement, par confiance, par différentes raisons, par destinée, on va dire. Mais sinon, le grand architecte, c'est clairement Satan. C'est clairement Satan. Parce que le Mahdi, le Dajjal, l'Antéchrist, c'est rien, l'Antéchrist. C'est un petit passage dans l'histoire humaine. Tandis que Satan, c'est de Adam au dernier homme. C'est un boulot monstrueux qu'il a fait. Il ne dort pas, mange pas, tombe pas malade. Il travaille sur toute la planète, il n'y a pas de la nuit, le jour. Hein. Donc c'est un travail monstrueux qu'il fait. C'est lui l'architecte de tout ça. Et le Dajjal, c'est la fin du cycle de l'humanité. C'est mon avis, hein. Après, bien sûr, ça me semble évident. Ça me semble évident. Le passage de 40 ans ou du Dajjal, on ne peut pas le comparer avec les dizaines de milliers d'années de l'humanité. Hein, et je suis désolé, si on commence à calculer le milliard d'avortements qui a été applaudi par le panique familial instauré par Rockefeller, donc c'est quand même un holocauste. Un milliard d'êtres humains, 1 milliard d'êtres humains ont été sacrifiés, aspirés dans les hôpitaux, parce que c'est aspiré, dans des tubes, des êtres humains complets. Après on pleurniche, on dit il n'y a pas de jeunesse, on est un pays vieux, c'est bien, c'est logique tout ça. Donc voilà, 1 milliard, ça, le Dajjal il ne peut pas faire plus. Hein. Et j'ai pas parlé du communisme, les 200 millions, le nazisme, le FMI, le capitalisme, j'ai pas parlé de toute la pédophilie, les réseaux de pédophilie, c'est des millions de photos sur Internet. Des millions. Le CD Ulrich, le CD, c'est des centaines de milliers, juste le CD Ulrich. Donc ça, c'est Satan depuis toujours, sans oublier l'époque médiévale et tous les âges de l'humanité, de Adam au dernier homme. Donc c'est Satan qui... Voilà. Prochaine question, s'il vous plaît. Je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit ici. Par contre, on a beaucoup parlé de Satan et pas assez de Dieu. Je pense qu'il y a des croyants dans cette salle, donc il faudra peut-être recentrer le débat sur Dieu. Et du fait que vous dites en fait qu'on est un peu égoïste, qu'on veut sauver son âme, c'est clair qu'on ira chacun partira avec ses actions, et ses bonnes actions, ses mauvaises actions, tirer dans la bonne action en fait. Donc est-ce que là on a passé dans la phase d'information, ne pourrait-on pas passer dans la phase action, mais action calme, j'entends? Bon, ben, là déjà on parle de Satan parce qu'il est question de Satan, hein, les gens ne croient pas en Dieu, c'est clair, donc il ne faut pas leur parler de Dieu. Par contre, quand on leur parle de Satan, ça les amène vers Dieu obligatoirement. Qui a créé Satan? Hein, voilà, c'est très très simple. Et ça, pour moi, ça ne sert à rien de parler de Dieu là, parce que c'est tellement évident qu'il est au-dessus de toutes ces petites considérations. C'est Dieu. Tout ça n'a aucun sens. Il est intouchable, tout ça ne peut pas le toucher. Tout à l'heure, on disait tuer Dieu, ça n'a aucun sens. C'est des conneries, tout ça. Ça n'a aucun sens, c'est des imbécilités, mais d'un autre temps. D'ailleurs, ils le savent très bien, eux, qu'ils le disent. Donc, Dieu est au-dessus de tout, absolument tout. Et
Et ceux qui veulent le connaître peuvent le connaître. Et ceux qui veulent connaître Dieu n'ont qu'à observer sa création. Ils sauront qui est Dieu. J'ai pas envie de faire mon sentimentaliste New Age, mais Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est qu'amour et beauté. Observez, vous avez des yeux. Déjà, remerciez le Seigneur qui fonctionne bien, que vous puissiez voir toutes les couleurs. Regardez, dès que l'homme touche, il casse. Allez voir la nature. Dieu n'est que beauté. Et après, quand vous voyez vos sentiments que vous avez, vous comprendrez que Dieu n'est qu'amour envers tout. C'est évident ça, mais bon, ça c'est chacun, ça c'est un travail personnel, ça. Ça c'est un travail personnel, c'est les petits mystères d'Éleusis. Et que chacun il doit se poser la question, qu'est-ce qu'il fout là? C'est quoi le jeu, la règle là? C'est quoi le projet? À faire des enfants, crever, aimer. À quoi ça sert tout ça? Donc déjà il faut se poser ce genre de questions, se rapprocher de Dieu, commencer à penser Dieu, qui est Dieu? Après je pense que c'est quelque chose, c'est la seule façon de s'humaniser. Autrement on se déshumanise, on n'est plus humain, on n'est rien. C'est de se rapprocher, de penser Dieu. Il n'y a rien, tout est Dieu, tout, absolument tout. Vous vous levez le matin, vous pensez, enfin c'est tout le temps, Toutes vos actions doivent être bénites par lui, enfin tout le temps. Vous voyez un papillon, cette légèreté, ces couleurs, il y a quelque chose qui ne va pas. La théorie de l'évolution, elle n'explique pas tout ça. Le chaos, pourquoi le chaos crée de la beauté? C'est quoi la beauté? Pourquoi? C'est de la philosophie tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec la théorie de l'évolution? Les couleurs, les poissons, la diversité, enfin, tout ça. Il suffit juste d'observer la création pour comprendre qui est Dieu. C'est tout. Et vous verrez que c'est la pure perfection ultime. Après, bon, vous pourrez avoir le loisir de faire de la métaphysique, c'est intéressant, c'est très intéressant, parce qu'il y a des mots qui n'expliquent pas Dieu dans le langage profane. Hein, et voilà, mais pour moi c'est tellement évident, mais c'est loin. C'est loin. On ne peut pas courir avant d'avoir appris à marcher à 4 pattes, après marcher à 2 pattes. Après, on commence à courir, éventuellement à sauter, faire du 110 mètres haies. Mais là, pour le moment, vu l'état mental, psychologique, dépravé des gens, il faut d'abord commencer à déblayer le terrain, faire un peu de terrassement, et après aller un peu plus loin. Procéder par déduction. C'est aussi par essayer de la déduction, tout à fait.